Bonjour, je m'appelle Françoise Aubès, je suis professeure émérite de littérature et civilisation d'Amérique latine. Mon dernier poste était à l'université de Paris-Nanterre et disons que ma spécialité, c'est la littérature péruvienne. Alors, le titre de ma thèse était Le fait littéraire péruvien et la prise de conscience d'une réalité urbaine, roman de Lima. Une thèse soutenue en décembre 1977 à l'université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et mon directeur était le professeur Paul Verdevoix. Et cette thèse, alors, est-ce que c'est l'aboutissement d'un parcours traditionnel avec une licence, une maîtrise et un DEA, ou est-ce que tu as eu un parcours plus original? Ah non, 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 c'est l'aboutissement d'un parcours tout à fait traditionnel. À l'époque, la licence, bon, j'ai fait propédeutique, qui était une chose formidable, qui n'existe plus. C'était un tremplin pour les études supérieures. Et après, il y avait des certificats. Et ça, c'était la licence. Et après, on faisait une maîtrise. Et j'ai fait une maîtrise sur l'Espagne, hein, Cervantes, l'Italie dans l'œuvre et la vie de Cervantes, donc rien à voir avec l'Amérique latine. Et après, Ah, j'ai passé le CAPES et la GREG. Comme ça, j'avais une espèce de sécurité, de stabilité pour pouvoir ensuite faire une thèse de doctorat, de troisième cycle, comme on appelait ça à l'époque. alors attends, je suis curieuse de savoir comment une Françoise Aubès passe du siècle d'or de Cervantes à l'Amérique latine, le Pérou. Que s'est-il passé? Non, mais parce que pour moi, il n'y a jamais eu de scission ou de partition. J'ai toujours adoré le siècle d'or, hein. J'aurais très bien pu faire étudier les nouveaux exemplaires ou le roman picaresque. Bon. Et disons que j'aimais beaucoup, mais j'aimais aussi l'Amérique latine. Mais il s'est trouvé que les sujets de maîtrise d'Amérique latine, c'était sur les gauchos, je ne sais qui, un prof que j'aimais pas. Donc, je me suis dit non, je vais faire quelque chose sur l'écrivain que j'aime, et c'est Cervantes. Puis voilà. Et alors, du coup, quel a été l'élément déclencheur pour t'amener vers le Pérou et vers ce sujet de thèse en particulier? Alors, bon, l'élément déclencheur, moi j'imagine que, bon, je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, le choix d'un sujet de thèse a priori a l'air d'être une chose réfléchie, etc. Mais en fait, ça renvoie sûrement à des zones obscures, à l'inconscient, c'est très personnel. Alors moi, disons que plus simplement à l'époque, on était quand même en plein boom ou post-boom. À l'université, on étudiait les grands romans d'Amérique latine. Et qu'est-ce qui était à la mode à cette époque-là? C'était le roman de la ville. Et Verdevoix faisait un cours, un certificat d'études d'Amérique latine, de l'IT civique, comme ça s'appelait, un cours sur la ville dans la littérature latino-américaine. Donc, on avait étudié dans son séminaire Adán Buenos Aires, puisqu'il est argentiniste, mais surtout la région más transparente, que j'ai adorée. Et entre-temps, moi, j'avais lu La ciudad de los perros, que j'avais adoré. Et la suite, c'est que j'ai fait mon premier voyage au Pérou en 1972. Et donc là, effectivement, ça a été la découverte d'une ville qui m'a tout de suite séduite par peut-être tout ce que les gens détestent, parce que c'est une ville impossible. À l'époque, elle était peut-être encore plus impossible, mais j'étais séduite par cette très belle ville abandonnée, délabrée, le centre historique à l'époque. Maintenant, on a restauré un petit peu la Place Mayor et les ruelles, enfin les rues autour, mais à l'époque, c'était le centre historique était livré aux squatters, était livré aux marchands ambulants. Et ce qui me plaît dans, dans la ville de Lima, c'est ce côté délabré, c'est le potentiel de beauté disparu. Ce fut une très belle ville et pour différentes raisons, à partir des années 60-70, plus personne n'habite le centre de Lima. Et ce qui me choquait, moi, en tant qu'Européenne occidentale, c'était de voir comment on peut gâcher, abîmer, détruire un patrimoine architectural comme ça. C'est pas possible. Moi, j'avais un regard de parisienne. C'est comme si on vidait Paris
et qu'on livrait Paris à, bon, je ne sais pas, aux migrants, bon, ils sont déjà dans la ville de Paris, mais comme si Paris d'un seul coup se délambrait. Ben, Lima, c'est ce qui s'est passé. Et ce qui me choquait, c'était que les gens n'avaient rien à faire. Et aujourd'hui, c'est pareil. Moi, je dis à mes amis péruviens, dépêchez-vous de filmer Lima ou faites comme Palmyre, un Lima virtuel. Parce que tous les jours, on abat les maisons coloniales pour faire des parkings. Même dans le quartier de Miraflores, où il y a de très jolies petites maisons républicaines, ben, elles disparaissent, on construit des buildings de 20 ou 30 étages. Donc, disons que c'est ce côté de beauté disparue et en même temps de toute une histoire quoi, coloniale, républicaine et cette diversité de la ville qui m'a séduite. Et il faut ajouter ça à ça, le fait qu'il y a la ville aussi, il y a l'océan Pacifique. Hein, et moi, ce que j'aime, c'est la Lima de l'hiver, la Lima du brouillard, la Lima où l'océan Pacifique est vert foncé. Donc voilà, tout ça. Je trouvais ça très, très beau. Et puis, je suis une urbaine. À l'époque, jamais j'aurais imaginé de faire une thèse sur la campagne, sur les Indiens, sur les Andes. C'était un truc impossible pour moi. Et peut-être aussi parce que ce Lima gris délabré me rappelait le Paris des années 50, hein, où j'étais petite fille, et le Marais du Paris des années 50, c'était ça. Hein. C'était complètement délabré, mais je sentais qu'il y avait un potentiel historique, une beauté hein, dans ce Paris. Donc peut-être c'est un retour, un voyage dans le passé, quoi. Hein. Le Lima des années 72 que j'ai découvert, en fait, ça me rappelait un peu un voyage dans le passé, les années 50. Voilà. Et alors du coup, à la rencontre entre cette découverte de la réalité de Lima et ton corpus de thèse, qu'est-ce que tu as voulu démontrer dans ton travail? Que la Ah, littérature reflétait cette... oui, à l'époque, c'était bien ma théorie, hein, parce que, bon, de toute façon, à l'époque, ou même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai toujours été intéressée par les rapports littérature et société, texte et contexte, maintenant on l'appelle autrement, mais bon, ce que je voulais montrer, c'est que le roman, surtout en Amérique latine, le roman réaliste au Pérou, le roman montre, dit quelque chose, donc je voulais montrer que, d'ailleurs, je voulais faire un corpus déjà, première chose, et montrer qu'en fait, le roman, de façon très précurseur, hein, alertait sur ce qui était en train de se passer dans la ville à partir des années 50, c'est-à-dire une ville qui change très rapidement, qui est méconnaissable et qui va connaître de nouveaux habitants. Donc en fait, c'était une thèse de Sylvie, hein, où je faisais dialoguer un peu les données de ce qu'on appellerait la géographie humaine autrefois, hein, les statistiques, la démographie. J'ai lu 1000 choses sur les bidonvilles qu'on appelle barriadas, et ça me passionnait. Les nouveaux habitants, les Indiens qui arrivaient de la Sierra, qui ne parlaient que quechua, qui étaient perdus dans cette ville, le mépris des vieux liméniens, etc. Donc il y avait toute une sociologie. Donc moi j'avais lu beaucoup sur les barriadas, sur l'urbanisation galopante, sauvage, sur les bidonvilles, etc. Et donc, je voulais montrer que le corpus que j'étais en train de constituer, en fait, alertait, montrait, repérait une vie qui était en train de changer. Quoi. Donc, dans une théorie un peu bêtasse de la littérature, mais je pense que quand même, la littérature, c'est l'expérience du réel, surtout le roman, et la littérature dit beaucoup, beaucoup de choses hein, et permet de comprendre. Et j'avais raison parce que d'une certaine façon, bien avant les sociologues, une petite œuvrette qui s'appelle Lima Horacero 1954 pointait déjà tout ce que les sociologues allaient décrire sur les barriadas et les changements dans la vie, etc. Donc, parce que, disons que j'avais ma période, j'étudiais le roman à partir de 1950 jusqu'aux années 70. Et quand je dis le roman, ça voulait dire bien sûr Vargas Llosa, mais ça voulait dire surtout tout ce qui me semblait précurseur nouveau, tout ce qui semblait parler de la ville, en rupture avec ce qu'on faisait habituellement, c'est-à-dire parler de la Sierra, les grands romans comme Cielo Alegría, Arguedas, qui commence à publier
des 41, mais bon, moi à l'époque, Argueda, je le connaissais vaguement, mais ce n'était pas ma tasse de thé, alors qu'ensuite, ça deviendra vraiment le grand écrivain. Donc voilà ce que je voulais faire. Donc effectivement, c'est très... je faisais dialoguer quoi, hein, des enquêtes sociologiques avec ce que je lisais dans les romans, tout en sachant bien que tout ça était filtré par la vision de ces auteurs. Et ma thèse était très sociologie externe de la littérature, parce que je voulais montrer qu'il y avait une génération, la génération des années 50, Julio Ramón Ribeiro, le plus connu, il y en a un tas d'autres, hein, qui commencent à écrire en voyant cette ville changer, en voyant des Indiens qui s'installent hein, sur les grandes étendues désertes du Pacifique, les invasions de terre, les bidonvilles, etc. Donc voilà ce qui m'intéressait d'étudier. De toute façon, j'ai toujours aimé la civile. J'aurais dû faire de la civile plutôt que de la littérature. J'adore les statistiques, la démographie, les matières premières, ce que j'appelle, qu'on appelait autrefois la géographie humaine. Et je trouvais ça très bien. Voilà ce que je voulais démontrer à ma petite manière. Voilà. Et tu as parlé de ton corpus, justement, on t'a dit, je voulais constituer un corpus, c'était déjà un premier défi. Tu as évoqué Vargas Llosa et Ribeiro, mais est-ce que tu peux nous le décrire un peu plus précisément pour ceux qui n'avons pas lu ta thèse? Ben non, de toute façon, ça, ce serait plutôt la question sur les difficultés rencontrées pour faire cette thèse. Mais disons que mon but, c'était, ce corpus est constitué de romans inconnus ici, bien évidemment, comme on peut imaginer la situation des maisons d'édition à l'époque, et surtout de petites nouvelles, hein, parce que, comme on dit, c'est toujours plus facile de publier dans un journal, et puis il fallait lire la presse, etc. Donc voilà le corpus que j'ai constitué. Très bien. Alors, à part ton directeur de thèse, est-ce qu'il y a eu des gens, que ce soit dans la sphère universitaire ou dans la sphère privée, qui ont joué un rôle particulier, qui t'ont aidé, qui t'ont conseillé dans ce processus d'élaboration d'une thèse? Personne. Tu as travaillé en solitaire? Ah bah tout à fait, parce que bon, à l'époque, le directeur de thèse, aussi sympathique fut-il, c'était pas quelqu'un qu'on allait essayer de joindre comme ça. Bon, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de portable, on le voyait une fois par an et encore. Donc bon, comme moi j'étais très solitaire, moi je me débrouillais toute seule dans mon coin. C'est vraiment le dernier conseil que je donnerais aux doctorants. Ne faites surtout pas comme moi. Hein. Et de toute façon, les doctorants aujourd'hui sont extrêmement accompagnés, donc c'est formidable. Mais bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Hein. Je me débrouillais toute seule. Et heureusement, au Pérou, quand même, j'avais des interlocuteurs. Hein. À partir de 72, je me suis inscrite en thèse en 73-74. Et j'ai mis 3-4 ans quoi, hein, pour faire la thèse. Et donc, j'ai été en 72, 74, 75, hein, vraiment pour la thèse, à la bibliothèque, etc. J'ai soutenu en 77. Et donc, bien sûr, j'ai rencontré quelques interlocuteurs et surtout, je me suis fait mes amis franco-péruviens chez lesquels je vais. Et ce sont eux qui m'ont accompagné dans toute ma recherche de péruaniste jusqu'à aujourd'hui. Alors, en dehors de la difficulté que tu as évoquée tout à l'heure de la constitution d'un corpus, effectivement, il a fallu que tu ailles dans la presse pour chercher des textes, etc., j'imagine que ça a été compliqué. Mais est-ce que tu as eu d'autres difficultés, que ce soit la rédaction ou l'élaboration du plan, et le cas échéant, comment tu les as résolus? J'étais très naïve à l'époque. Aujourd'hui, je vois que faire une thèse est extrêmement compliqué et j'admire les doctorants. Ils se posent des vraies questions. Moi, je ne me posais pas ces questions. J'étais naïve et bon, ça sert de temps en temps d'être naïf parce qu'on n'a pas trop peur. Hein. Alors non, moi je dis la première difficulté, puisque le seul intérêt de cette thèse, c'est que c'est un catalogue c'est faire connaître des petits écrivains ou des grands, et sur le thème de la barriada ou de la ville qui croît, etc. Mais alors, mon premier problème, c'était le corpus. Hein. Ça veut dire qu'il fallait aller dans les bibliothèques, en particulier à la Bibliothèque nationale. Et la Bibliothèque nationale, c'est un mausolée dans le centre historique. Et les gens me disaient, mais tu vas dans le centre, tu n'as pas peur, hein, parce que les Péruviens se réfugient dans leur quartier résidentiel. Et cette bibliothèque, c'est un mausolée.
Moi, j'y allais en juillet, août, c'est-à-dire c'est l'hiver. Donc, l'hémérothèque, comme je dis, c'était une tombe très humide. Il fallait s'acheter des mitaines pour travailler. Et surtout, alors que je travaillais sur des choses toutes récentes, des années 50, or, les bouquins soit n'existaient plus, soit avaient disparu, soit étaient dans un état lamentable parce que à l'époque, on n'avait aucun sens de comment conserver les livres et le climat de Lima étant très humide, les feuilles sont toutes jaunes et en plus, il y a toutes les petites bêtes qui font des trous, et donc il y a toujours des trous, etc., dans les bouquins. Et puis, on ne trouvait pas les livres, ils étaient perdus, etc. Donc voilà, alors aujourd'hui, ça doit sembler une chose tout à fait étrange pour les étudiants, puisqu'il suffit de faire un clic pour avoir tout ce qu'on veut, toute la documentation, tous les PDF, non? Ce qui normalement devrait infléchir le genre de thèse de littérature qu'on doit faire, hein, qui doivent être davantage de la réflexion, hein, plutôt que de raconter la bio d'un écrivain, puisqu'on a tout. Mais à l'époque, c'était ça, hein, la première chose, très difficile. Et la deuxième chose, c'était effectivement ces problèmes théoriques, hein, cette tarte à la crème, ce problème qui revient sans cesse, les rapports inextricables, complexes, qui n'existent pas pour certains ou qui existent pour d'autres, entre littérature et société. Le roman représente-t-il la société? Comment le représente-t-il, etc. À l'époque, j'étais bien consciente de ça. Hein. J'étais bien consciente des notions d'idéologie. Mais disons qu'aujourd'hui, je sais que le texte filtre d'autres discours. Hein. Les textes ne sont pas innocents. Néanmoins, je reste persuadée que le roman est comme une éponge poreuse et traduit la grande rumeur du monde. Hein. Et je citerai une phrase que j'ai écrite parce que je pense qu'elle règle une partie du problème, de Dominique Minguenot. Les œuvres parlent effectivement du monde, mais leur énonciation est partie prenante du monde. On a tout dit. Je crois que la sociocritique me semble une très bonne approche pour étudier les rapports complexes de romans et réels. Et alors, du coup, Voilà. avec cette approche, parce que là, effectivement, on entre dans... Mon approche était très sociologie de la littérature à la Escarpie, très externe, c'est-à-dire au niveau textuel, il n'y avait rien. Hein. Alors, Il n'y c'était la avait pas question que de j'allais te poser. textuel dans ma thèse. Voilà. Voilà, c'était ça la question que j'allais te poser. Oui, Donc, tu avais choisi ton camp et la dimension formelle, tu l'as laissée de côté. tout à fait. Alors, je vais quand même revenir à cette idée-là, la question que je t'ai posée tout à l'heure. Tu as dit, il y avait dans mon corpus des grands auteurs et puis des auteurs qui étaient très peu connus ou pas connus. Et mon but, c'était aussi de les faire connaître. Alors, est-ce que tu peux nous en donner un que tu juges vraiment intéressant et Oui, pour les lecteurs d'aujourd'hui? Enrique Congrens Martin, qui est un écrivain atypique, un étudiant, mais bon, un étudiant du dimanche qui fréquentait San Marcos, mais surtout pour voir ses copains, et qui était passionné de ciné italien, de néoréalisme italien. Et donc, il s'est rendu compte qu'entre cette ville, Lima, qui changeait, avec ses nouveaux habitants, ces pauvres, ces marchands ambulants, il y avait quelque chose de ce qu'avait vécu ou ce que vivait l'Italie de l'après-guerre et le ciné néo-réaliste italien, avec tous les Italiens du Sud qui remontaient vers le Nord et qui, bon, il suffit de voir les films hein, de tous les réalistes du néo-réalisme italien. Et donc, je crois qu'il s'est inspiré pour écrire son premier recueil de nouvelles, Lima Oracero, hein, où ce sont des histoires de migrants ou d'habitants pauvres de Lima, hein, tout un panel, un échantillon de nouveaux habitants et toute la problématique de comment s'insérer quand on est un Indien qui ne parle pas le quechua. Et après, il a écrit un autre roman qui se passe carrément sur un grand dépotoir, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces bidonvilles s'installaient n'importe où. Pour ne pas être chassés, ils s'installaient sur les grands dépotoirs d'ordures. Et il a écrit un roman qui n'a jamais été traduit, mais que moi j'aime beaucoup, un peu baroque, avec une langue baroque, qui se passe sur un grand dépotoir d'ordures, et ça s'appelle No una, sino muchas muertes, et c'est un vers de Pablo Neruda. Et ça, Alors moi, dans tout, après, vas-y, dis-moi. moi ensuite, j'ai parlé dans des colloques, des petits articles, j'ai commencé à écrire des petits articles, j'ai évoqué tout ça. Hein.
Donc, les gens qui ont lu mes articles savent qu'il y a des petits romans au Pérou. Bon, ça va guère plus loin parce qu'ils n'ont pas passé la frontière des grandes éditions, maisons d'édition internationales. Ils ne passeront jamais. Mais ils sont reconnus au Pérou maintenant. Congrès, oui, il a même écrit un bouquin de science-fiction. Bon, c'était un drôle de garçon. Bon, il est mort. Il faisait du porte-à-porte. Il estimait qu'il fallait aller dans les bidonvilles, faire que les gens lisent. Donc, il avait écrit une petite édition de poche à 2-3 soles. C'est bon. Donc voilà, c'est de la sociologie de la littérature, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait du talent. Donc voilà, je pourrais retenir cet écrivain. Je retiens un autre écrivain que j'ai bien connu après, qui était un homme formidable, qui s'appelle Carlos Zavaleta, et qui est mort il y a 10 ans, et qui était bilingue anglais. Il avait vécu aux États-Unis, était spécialiste de Faulkner, et c'est lui qui, au Pérou, a essayé d'introduire toutes les techniques d'écriture de Faulkner. Et Bryce Echenique, par exemple, lui doit beaucoup, reconnaît que Carlos Zavaleta lui a appris le point de vue, par exemple. Oui, il y a plein de gens très intéressants. Et alors, tu dis qu'ils bénéficient d'une petite reconnaissance aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on peut les trouver. Ils sont réédités, ils sont… Au Pérou, oui. Et disons que au Pérou, point final, hein, c'est des gens qui ne passent pas la frontière, je dis, des grandes maisons d'édition espagnoles, Alfaguara, Amérique latine et compagnie. Le problème est là, quoi. Bon, alors, un jour arrive la soutenance. Ah Est-ce que… oui, alors, Oui, oui. vas-y, dis-moi. Alors, oui, la soutenance avec les profs qui composaient mon jury. Voilà, alors qui composait ton jury? Dis-nous. Donc, alors, le directeur de thèse, c'était Paul Verdevoix, qui était un argentiniste, une personne très sympathique, a beaucoup œuvré pour que la littérature d'Amérique latine, qui ait sa légitimité au sein des départements d'études ibériques. D'accord. Parce qu'avant, il y avait les études espagnoles, point final. L'Amérique latine, un petit certif. Et en plus, il a traduit Fictiones en 51. C'est lui le traducteur. Après, il disait il avait honte de sa traduction. Dans son séminaire, après, il avait un séminaire d'argentinisme. C'était formidablement intéressant. Donc, il y avait lui, très sympa. Henri Bonneville, un rare peruaniste de l'époque, qui avait écrit prof à Grenoble, qui avait écrit sur Ciro Alegria, qui connaissait, c'est un peruaniste. Et le troisième, c'était Raymond Cantel, prof de spécialiste de littérature luso-brésilienne et surtout l'auteur du petit précis de grammaire portugaise que tout le monde connaît. Voilà ces 3 personnes, un jury essentiellement masculin, mais bon, des gens sympas. Voilà. Bon, Alors, le jour de la thèse, oui, je crois que c'était en décembre, mais je ne me souviens pas très bien. Mais je vois que la thèse a été déposée en novembre et j'ai soutenu en décembre. Alors bon, je veux bien raconter ce qui s'est passé, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, il n'y avait pas de témoin. Bon. Il n'y avait pas de témoin? Non. Alors, si, il y a les 3 profs. Bon. Alors, il faut dire que j'ai fait cette thèse un peu dans la clandestinité. J'étais prof, j'avais eu le CAPES, la grecque, un peu dans la clandestinité. Pourquoi? Je ne parlais pas de ma thèse, pas trop, pas beaucoup. C'était très secondaire dans ma vie parce qu'à l'époque de Barthes, de Foucault, de Julien Christé, d'Adèle Sixou, du structuralisme, faire une thèse sur le fait littéraire péruvien était d'une grande ringardise, en particulier pour les gens de mon entourage. Donc, pas question de les inviter. Les gens du séminaire de Verdevoix, il y en avait qui étaient sympathiques, ils auraient bien voulu venir et il y a 2 personnes qui sont venues. Je leur ai dit non, rentrez chez vous. Donc, les pauvres profs, membres du jury, n'ont pas eu droit à leur pot. Bon, la thèse s'est bien déroulée, mais c'est passé, comme on dit, à huis clos. Et après, le huis clos, comme on sait en justice, c'est quand il y a des affaires délicates à traiter. Donc, moi, j'aime bien la formule huis clos parce que ça veut dire que j'étais sûrement une personne très délicate et j'avais besoin de sérénité. Je me souviens, à midi, c'était terminé. Ça a commencé à 9h à la Sorbonne, dans je ne sais quel sein. Je suis rentrée chez moi. Alors, ça s'est bien passé. Oui, oui, très bien. Et on n'en parle plus. D'accord, une simple formalité à huis clos. Et bon, alors, maintenant, quand je vois les étudiants qui convoquent le banc et l'arrière-banc et qui se font applaudir, c'est vachement sympa. Moi, je trouve ça bien. Bravo. Tu as des Bien regrets? raison.
Tu as des regrets? Tu aurais Non, voulu... non, parce que mon habilitation, j'étais une grande fille et il y avait du monde. Ah, ah J'ai oui, quand alors, même grandi. Vieillir veut dire grandir et c'est agréable. Ah ben oui, j'ai fait des parle-nous de ton invitations. HDR. Elle portait sur quoi, ton HDR? Ah, bien sûr, l'écriture, la littérature personnelle au Pérou, mémoire, autobiographie, journal intime. Parce que, disons, de la ville, après, j'ai quand même évolué et j'ai quand même diversifié mon champ de recherche, quoi. Pas Et, alors seulement là, le roman urbain. et donc, la soutenance, cette fois, tu avais le banc et l'arrière-banc? Ah oui, non mais oui, j'avais fait des cartons d'invitation, un buffet. Ah oui, 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 oui. Je suis Bon, bah, contente de moi parce qu'entre 2002 et 77, j'ai quand même fait des progrès. bon. Peut-être que je vais en faire d'autres maintenant. Écoute, pourquoi pas? Dans 20 ans, je serai parfaite. Je me développe très lentement. Bon, Rendez-vous dans 20 ans pour faire un petit bilan. Alors, dans quelle mesure l'enseignante que tu as été et la chercheuse que tu as été et que tu es encore ont été influencées, façonnées par cette recherche de thèse? recherche fondamentale, c'est la première marche, la première étape. Ça a été vraiment fondamental hein, parce que bon, ensuite j'ai consacré ma recherche effectivement à la littérature péruvienne. Au début, c'était un peu monothématique, hein, mais je pense que tout le monde fait ça. Après la thèse, on essaye de rentabiliser, non, tout ce champ qu'on a travaillé. Donc, alors j'ai écrit sur les bidonvilles, la ville, le bidonville, la ville, le bidonville. Puis après, petit à petit, j'ai découvert d'autres auteurs, d'autres genres, et j'ai surtout découvert José María Arguedas, qui pour moi est vraiment une personne pas assez connue, ethnologue, écrivain, bon, quelqu'un de fascinant et que j'aime beaucoup. Et puis mémoire, enfin bon, un tas d'autres choses, quoi. Et puis voilà, j'ai toujours travaillé sur cette littérature sur mon péruvien, et même sur le 19e. Et là récemment, j'ai participé à un ouvrage sur El costumbrismo, et j'ai travaillé sur un auteur du 19e. Et alors, je suis très curieuse, quand on a eu des directeurs de thèse tels que toi, alors tu l'as dit toi-même, c'était pas du tout le même type de rapport. On ne pouvait pas appeler envoyer des mails, demander de l'aide, aller pleurer sur l'épaule, etc. Mais en revanche, toi, tu as fait partie des directeurs qui ont eu à faire ce genre de choses. Alors, comment deviens directeur de thèse dans le monde de maintenant quand tu as été dirigé par un directeur de... Oh, quand même, parce que je j'étais quand même pas un vieux, j'étais pas un mandarin, moi j'ai jamais été mandarin, je fais pas partie de la génération des mandarins. Justement. Parce que j'ai vu, parce que premièrement, c'est pas ma nature d'être un mandarin, hein, et secondo, et en même temps, c'est pas non plus ma nature d'être très familière, hein, donc c'est vrai que mes rapports sont sympathiques, mais toujours un petit peu distants, hein, mais j'ai quand même les étudiants que j'ai dirigés savaient très bien qu'ils pouvaient compter sur moi et m'envoyer des mails. Oui, oui, mais ça allait de soi. Donc ça, c'est ma nature. Peut-être qu'à l'époque de Vers de Voix, je ne sais pas, non, j'aurais peut-être été plus distante, mais Vers de Voix était très sympa. Mais bon, en plus, c'était des mandarins, ils avaient beaucoup de responsabilités, de grands cours, des machins. Enfin, c'était une autre époque, quoi. Bien sûr. Et il n'y avait pas aussi les moyens de communication simples. On n'avait pas le portable, ni Internet, hein, ni les mails. Je crois que ça change beaucoup dans la communication. Les communications n'étaient pas les mêmes. Alors, question difficile pour certains, facile pour d'autres. Est-ce que tu as relu ta thèse? Ah non. Sauf pour me souvenir, quand j'en ai besoin, du nom de tel ou tel auteur, qu'est-ce qu'il a écrit, etc. Parce que ma thèse, il y a des cartes, des statistiques, des lexiques, parce que c'était très externe. Bon, c'est une thèse qui maintenant ne sert plus à grand chose parce que c'est un peu un catalogue, mais ou un petit dictionnaire, quoi. Il n'y a pas beaucoup de développement. Bon. Mais bon, j'ai eu quand même une petite satisfaction dans les années 80, je crois, quand Un Mundo para Julius de Bryce Echenique a été mis au programme de la grecque. Alors on m'a dit, oh, tu sais, tout le monde veut lire ta thèse. Quelqu'un m'a dit, ah bon, chouette, bah oui, il y avait de quoi comprendre un peu la ville de Lima que décrivait Bryce Echenique dans son roman. Voilà.
En tout cas, tu n'as pas eu envie d'y revenir pour éventuellement une publication ou Mais non, une... mais je dis que j'ai rentabilisé ma thèse quand je dis que je n'ai pas relu, mais Bien j'ai sûr. utilisé tout ce matériau, hein, Voilà. parce qu'au cours de colloques, etc., si, bien sûr, je l'ai rentabilisé un maximum. Mhm. La génération des années 50 et la barriada. Oui, C'est ça. Après, tu en as tiré un certain nombre de réflexions périphériques, oui, oui. etc. Alors, quels sont les conseils que tu as donnés et que tu continues à donner à de jeunes doctorants? D'abord, le choix du sujet, hein, comme je l'ai dit, je crois qu'il faut suivre son intuition et ses hypothèses, son instinct, hein, et ne pas se laisser aller un peu à contre-courant, un peu contre les modes. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais essayer de vraiment aller vers ce qu'on a envie de faire, hein, déjà pour le choix du sujet. Secondo, ne pas viser l'exhaustivité, hein, surtout en cette époque d'Internet où hein, on est dans une espèce d'énorme dictionnaire géant. On peut effectivement passer des heures à chercher des choses, mais plutôt chercher l'analyse fine, hein, et non pas l'exhaustivité. Et puis alors, se faire entourer, être entouré, accompagné, mais ça, je crois que les étudiants l'ont bien compris et savent utiliser leurs profs à bon escient, hein, tu le sais parfaitement. Et puis surtout, la première chose, il faut faire une thèse quand on est jeune, il faut surtout être très égoïste, hein. Vous faites une thèse, pensez à votre thèse et différez d'autres projets, hein. Il faut se consacrer à sa thèse, hein. On peut le faire si on est organisé. Il y a des contraintes du travail, bien sûr. Moi, j'ai fait ma thèse, j'étais prof, agrégé, bon, d'abord en province, après à Paris. Bon, ça ne me posait aucun problème parce que j'étais libre comme l'air. C'est-à-dire que, bon, je ne veux pas parler de la vie privée des gens, mais un conseil, ne vous engagez pas, hein. Restez libre, pensez à votre thèse, hein. Pas d'engagement, bon, matrimoniaux, pourquoi pas, mais natalistes et autres, pitié, hein. Il faut vraiment être libre pour faire une thèse. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et puis en la thèse, bien sûr qu'il y a des moments où on n'écrit rien, on fait rien, mais moi je pense que tous les jours, il faut penser à sa thèse, hein. Il faut avoir son petit carnet, son cahier, noter 2, 3 trucs, parce que si on l'abandonne pendant 4 mois, c'est terminé, il faut tout reprendre, hein. Pensez-y tous les jours et ça ira très bien. Et ne vous découragez pas. Est-ce que tu peux nous lire la première phrase de ta thèse et nous en faire un commentaire, s'il te plaît? Oui. Ah oui, les thèses étaient dactylographiées, on tapait à la machine avec des stènes et compagnie, hein. Oui, Il ne fallait pas se tromper. oui. Techniquement, ça Autre doit petit être... problème. Alors, vas-y, lis la... Donc, la première phrase, c'est la présentation du sujet. Tandis que les grandes villes latino-américaines, Mexico, Buenos Aires, Bahia, se reconnaissaient déjà dans leurs romans, les pays de la zone andine, traditionnellement définis comme des pays de sociétés dualistes de type féodal, avec un fort pourcentage de population indienne, continuaient de montrer dans leur littérature les conflits violents qui opposaient les Indiens aux hacendados, aux grands trusts miniers de la Sierra. Point. Ça continue. Et Ça alors, continue. ça t'évoque quoi? Ça t'évoque quoi? Ça continue. C'est que c'est une thèse de littérature et sociologie, quoi, très texte et contexte. Et je veux montrer que le roman va s'intéresser à une nouvelle réalité et que la Ciudad de los Perros, en fait, n'est que la pointe de l'iceberg, et qu'avant 1963, déjà, dès les années 50, apparaît au Pérou des jeunes gens, la génération des années 50, alertés, intrigués, intéressés par une ville qui change, et ils vont essayer de montrer ça dans leurs petits récits, dans leurs petites nouvelles. Exemple, Julio Ramón Ribeiro, qui est le plus connu ici. Voilà. Et alors, pour finir, j'aimerais bien que que tu nous donnes un conseil de lecture. Est-ce que tu peux nous parler ou si ce n'est ton roman péruvien préféré, en tout cas celui qui est le plus cher à ton cœur? Tu sais bien que c'est une fausse question parce que je connais la réponse, mais j'aime bien quand tu parles de ce roman important pour toi. Ah oui, donc j'ai parlé de José María Arguedas, mais il se trouve que j'ai découvert un autre grand écrivain péruvien
hélas peu visible ici, qui s'appelle Edgardo Rivera Martinez et qui a publié en 1993 un roman qui s'appelle País de Jauja. Et ce roman, dans le Pérou de l'époque, c'était la fin de la décade de la violence, un sentier lumineux, c'est un roman sur le bonheur. Et donc, c'est un roman qui, moi, m'a fascinée parce que c'est un roman somme, c'est un roman très poétique, très lyrique, très musical, et c'est un défi que d'écrire sur le bonheur. Et je trouve que j'ai traduit ce roman qui, pour l'instant, ne trouve pas d'éditeur, mais je ne désespère pas parce que je trouve que c'est exactement le roman qu'il faudrait lire en ce moment au Pérou et ici. Eh bien, écoute, on espère pouvoir le lire bientôt dans ta traduction, puisque d'après ce que je comprends, c'est un auteur qui mérite vraiment de trouver un éditeur et un public en France. Donc, je te souhaite de trouver le succès de ce côté-là. François, je te remercie beaucoup pour cet entretien. J'en profite aussi pour te remercier rétrospectivement d'avoir été ma directrice d'HDR. Beaucoup de chance de Pas travailler. trop mandarine, j'espère. Tu n'as pas été mandarine du tout. Tu as été de très, très bons conseils et je te remercie beaucoup pour tout cela. Mais merci beaucoup. Merci. Merci.